Fresh Sales Studio présente le podcast de l'Odyssée des métiers du futur. Nous traitons des innovations et de leur impact sur la société et sur les métiers. Nous recevons des experts pour éclairer les transformations induites par ces innovations. Aujourd'hui, nous recevons Clément Merville. Clément Merville, président de Manzalab, et nous allons parler de la métaverse. Bonjour Clément. Bonjour Damien. Bonjour Clément. Alors, comment tu te présenterais Clément ? Clément Merville, effectivement, président fondateur de Manzalab. Un petit mot sur mon parcours peut-être ? Exactement. Parce que moi, j'ai vu que tu étais tombé dans la marmite très tôt. Très tôt, oui, c'est vrai. Alors, je suis ingénieur en informatique. Je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de programmer moi-même. Donc, à la sortie de mon école, je suis allé à HEC, faire la grande école. Et en sortant d'HEC, je pouvais faire beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de portes ouvertes. C'était le moment ou jamais de décider, de choisir. Et c'est là que je me suis rappelé que j'étais quand même vraiment avant tout joueur de jeux de société, joueur de jeux vidéo. Et donc, dans toute ma vie, j'ai envoyé un seul CV, et c'était pour travailler chez Ubisoft, où j'ai commencé à travailler le siècle dernier. Et après pas mal d'expériences différentes dans l'industrie du jeu vidéo, j'ai décidé avec mon associé de créer en 2010 la société Manzalab, pour apporter les savoir-faire, les technologies du monde du jeu vidéo au monde de l'entreprise. On y reviendra tout à l'heure, mais Manzalab, en quelques mots, qu'est-ce que vous faites ? Quel est ce nom ? Parce que alors là, c'est quand même très prometteur, Manza et Lab en même temps. Oui, l'idée à la création, donc, apporter des savoir-faire, des objets ludiques pour l'entreprise, beaucoup pour la formation, ce qu'on appelle les serious games. Et donc, si tu parles espagnol, la manzana, tu sais que c'est la pomme. Exactement. Et la pomme, c'est le fruit du savoir, de la connaissance, mais c'est aussi le fruit de la transgression, du plaisir. Et donc, avec les serious games, c'est ce que nous faisons. Nous apportons des objets de connaissance par le plaisir du jeu, ce qui est toujours une transgression, en particulier dans le monde de l'entreprise. Donc, la pomme était évidente, mais en même temps, on a décidé de ne pas s'appeler Pomme Lab, ni Apple Lab. Et pourquoi Lab ? Le lab est très important. Dès la création de Manzalab, on consacre environ 25 à 30% de nos ressources à des projets de recherche et développement. Mmh. On en a complété pas loin d'une vingtaine en une dizaine d'années. Des projets au niveau régional, national, européen, même un projet avec Stanford. La plupart de nos projets font appel aux sciences cognitives. Et ça, c'est intéressant parce qu'on apprend à bien transmettre les savoirs ou à bien comprendre comment le cerveau fonctionne pour nos métiers innovants. Aujourd'hui, on voudrait éclairer une notion qui est ressurgie là, dans les médias, mais qui est surgie même dans les médias, la notion de métaverse. Qu'est-ce que la métaverse ? De manière très simple, si on devait l'expliquer à sa grand-mère, parce que un enfant de 7 ans, c'est plus intuitif pour lui maintenant aujourd'hui, mais si on expliquait à sa grand-mère la métaverse. Alors déjà, tu peux dire le métaverse, oui. Puisque c'est le méta-univers. Donc en anglais, meta-universe, donc metaverse, et en français, métavers. Mais c'est vrai que je suis plus à l'aise en disant métaverse. Donc quand on dit méta, ça veut dire au-dessus, qui englobe, et donc on parle d'un univers virtuel qui va englober tous les autres univers virtuels. Donc quand Facebook, récemment renommé Meta à ce sujet, décide de se proclamer comme le champion du métaverse, c'est bien la position qu'il souhaite prendre dans le futur, qui n'existe pas encore, qui sera l'ultra dominant de tous les univers virtuels. Et du coup, un univers virtuel, c'est quoi ? Alors, un univers virtuel, c'est un univers représenté en 3 dimensions, comme dans les jeux vidéo, avec un avatar, des lieux, des possibilités de se déplacer, d'interagir dans un univers virtuel. Alors, ce qui est important pour le métavers, c'est de se dire que ce sont des univers virtuels persistants, c'est-à-dire qui sont là en permanence, dans lesquels on peut se rendre comme de véritables destinations. Si on pousse plus loin sur le métaverse, ça fait appel à quelle technologie pour exister ? Alors c'est une bonne question, parce que si on écoute Facebook, on a l'impression qu'il faut obligatoirement des casques de réalité virtuelle. Alors, moi, ma société, on est parmi les leaders en création d'expériences en réalité virtuelle. Donc, c'est vraiment sur cette technologie qu'on a bâti nos briques de métaverse. Mais cependant, depuis la crise Covid, on a décidé d'ouvrir. Et donc, on n'est plus seulement sur la réalité virtuelle,
avec des casques. Nous, on préfère parler de présence virtuelle, c'est-à-dire de recréer le sentiment de présence qui, lui, doit être bien réel, mais dans un environnement virtuel, même si cet environnement virtuel est sur un PC, un téléphone portable ou une tablette. Ce qui veut dire qu'en fait, le métaverse, il fait appel aussi bien à ces technologies du coup de réalité virtuelle ou réalité augmentée. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée? Parce qu'il y a souvent un débat sémantique entre ces deux mots. Oui, alors c'est très simple. La réalité augmentée, on part de la réalité qui nous entoure et par différents moyens, que ce soit un téléphone portable, des lunettes adaptées ou quoi, on ajoute des éléments numériques à cette réalité bien réelle qui nous entoure. Ça, c'est la réalité augmentée. Tandis que la réalité virtuelle nous coupe complètement de la réalité qui nous entoure avec un masque ou un casque englobant. Et là, on ne voit que des images numériques. Voilà, la distinction est très simple. La distinction entre les deux. Alors, ça vaut le coup de parler également de réalité étendue, ce qu'on appelle la XR, Extended Reality, où là, on mélange les deux aspects. On se coupe du réel, mais en même temps, on récupère des éléments du réel qui nous entourent pour les mettre dans notre réalité virtuelle. Ça, par exemple, c'est quoi? Alors ça, par exemple... Ça se retrouve où? Aujourd'hui, ça existe très peu, où il y a quelques lunettes type HoloLens qui existent, et encore pas totalement. On le retrouve dans le film Kingsman, quand il y a des réunions de board de Kingsman avec des personnes qui sont présentes en live et d'autres personnes qui sont présentes en hologramme, tout ça à partir de simples lunettes. Donc ça, c'est pour nous la technologie sur laquelle travaille Apple, qui devrait sortir bientôt. En tout cas, le métaverse, il est dans ces univers de réalité virtuelle, de réalité augmentée ou de réalité étendue. Il peut être aussi directement sur l'ordinateur, hein, c'est ça aussi? C'est-à-dire en 2D? Tout à fait, puisque vous l'avez certainement constaté, tous les jeux vidéo ont un pouvoir de captation de l'attention tout à fait suffisant pour que, en regardant un écran 2D, si l'univers est bien fait, on se retrouve réellement absorbé. C'est en ça qu'on parle de sciences cognitives et de capacité attentionnelle pour recréer le sentiment de présence. L'annonce de Meta et l'annonce du coup de Facebook de devenir Meta et puis de cette destination du groupe vers le métaverse, ça a suscité beaucoup d'émotions. Comment tu t'expliques, comment tu ressens cette émotion? Pourquoi ça génère autant d'émotions d'après toi? Pourquoi c'est aussi polémique, quelque part? Quand on voit la puissance qu'a pu déjà atteindre une société comme Facebook, qui a été quand même capable d'élire un président américain via des trolls russes, on voit que, ça y est, l'importance politique des entreprises, des réseaux sociaux est avérée. Donc là, on parle d'une étape encore supplémentaire, avec un temps supplémentaire d'écran, avec une captation totale de l'attention. On parle de dupliquer finalement notre monde réel dans le métaverse. Et donc je pense que c'est légitime de s'en inquiéter. Il faut que les gouvernements s'emparent de cette question avant que Facebook arrive à son objectif. Et pourtant, le métaverse, on l'avait évoqué, ça existe déjà depuis longtemps. On a eu l'expérience, je me souviens, cet engouement pour Second Life. Vous-même, vous avez votre propre technologie. Moi, je me souviens de YouWalk en 2008. Donc, c'est quand même pas quelque chose de nouveau. Oui, bien sûr. Second Life qui existe toujours, d'ailleurs. Il y a toujours une communauté, environ 100 000 personnes qui se réunissent quotidiennement dans Second Life, qu'on peut qualifier effectivement de premier métaverse. L'ambition là de Facebook, il faut bien voir qu'il y a eu une sorte de film publicitaire à énorme budget, réalisé par Spielberg, qui s'appelle Ready Player One, et qui est la vision de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, pour le métaverse. Donc un environnement 100% entertainment, où toutes les activités de la vie quotidienne et de la vie sociale, et surtout du loisir, peuvent se retrouver dans ce métaverse. L'écrivain du livre Ready Player One avait consulté Mark Zuckerberg et le patron de la société de casque de réalité virtuelle Oculus, avant de finaliser son livre. Et donc, c'est bien d'une vision commune, d'un plan qui s'est décidé dès 2011, donc il y a plus de 10 ans maintenant,
qui s'est concrétisé par donc ce livre, ce film, et très vite le rachat par Facebook d'Oculus, la société qui a créé les casques de réalité virtuelle, pour 2 milliards de dollars, et donc les annonces d'aujourd'hui. C'est pas étonnant du coup que Facebook souhaite pousser l'usage des casques de réalité virtuelle puisqu'il possède le hardware avec Oculus. Oui, et l'émotion suscitée est plus liée du coup à la portée sociétale, la capacité à vouloir faire une société et au fantasme que ça génère, ou même les craintes que ça génère du coup d'être hors du cadre des États, hors du cadre de la société réelle. Et quel temps aujourd'hui consacré aujourd'hui aux écrans quotidiens, je ne sais pas à quelle hauteur on est aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est extrêmement vertigineux. Il y avait Bruno Patino qui était interviewé et enfin voilà, les générations de moins de 30 ans, on est sur des temps d'écran à plus de 7 heures aujourd'hui, je crois, par jour. Hein. Oui, alors chez les Américains, on est beaucoup plus que ça. On parle même de plus de 15 heures par jour. C'est parce qu'on cumule plusieurs temps d'écran en même temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde une série télé, on consulte sa tablette en même temps et on garde un œil sur son téléphone pour les communications instantanées. C'est intéressant d'ailleurs en sciences cognitives parce que cette population qui se sent hyper multitâche, des études très sérieuses ont montré que justement elles étaient beaucoup moins multitâches que les personnes qui se concentraient sur une tâche puis l'autre successivement. Il y a beaucoup de polémiques autour de ce sujet. Le métaverse, du coup, qu'est-ce qui génère comme opportunité et comme application concrète pour la société ? Alors, je laisse le champ du loisir et la vision de Facebook à Facebook. Nous, notre solution TeamU, TeamU qui veut dire We Meet écrit à l'envers, est une solution de métaverse spécifiquement pour les entreprises, donc que j'appelle le corporate métaverse. L'opportunité, c'est dans le monde du travail, nous sommes déjà dans le monde d'après. La crise Covid est passée par là et le télétravail a déjà plus que doublé et toutes les études montrent non seulement qu'il est installé durablement, mais qu'il va certainement encore croître. Et pour autant, personne n'est prêt réellement. Et cela crée beaucoup de troubles au niveau individuel, de fatigue. On parle de Zoom fatigue. Donc au niveau cognitif, c'est très mal géré. Et en particulier, ce qui est très fatigant, c'est qu'on n'a plus l'impression, les individus, les collaborateurs n'ont plus l'impression de faire partie d'une équipe, même des fois de faire partie d'une entreprise. Ils enchaînent des réunions en visio les unes après les autres. Il n'y a plus de place pour l'informel, plus de place pour la sérendipité, plus de place pour la créativité, pour le temps d'échange neutre. Et ça commence à se faire sentir. En particulier, il y a une statistique qui est absolument terrifiante aujourd'hui, que tu connais par cœur. C'est aujourd'hui 40% des salariés veulent quitter leur boîte dans le monde. Ce qui est 2 fois plus qu'avant la crise Covid. Et en quoi le métaverse est une opportunité ? Alors, le métaverse sur ce sujet cognitif. Oui, le métaverse est une tentative de réponse, donc restons modestes. Il faut encore déployer les premiers métaverses d'entreprise pour voir ce qu'il se passe. Mais c'est une tentative de réponse pour remettre les salariés ensemble dans des bureaux virtuels, donc qu'ils travaillent de chez eux ou qu'ils travaillent des bureaux, avoir un espace commun, partagé, pour se retrouver et retrouver des interactions les plus naturelles possibles. Par exemple, concrètement, ça veut dire quoi ? Parce que ça paraît antinomique d'avoir des interactions naturelles dans un univers virtuel. Tout à fait, ça paraît antinomique et pourtant c'est notre ambition. Il est indéniable qu'on va moins voyager et donc on va moins se voir les uns les autres au quotidien. Donc l'idée c'est de retrouver des interactions les plus fluides possibles. Par exemple, aujourd'hui on fait une réunion dans Teams, on est 6 ou 7 virtuellement autour d'une table dans Teams. En réalité, on ne fait que voir des visios des uns et des autres. Et quand la réunion se termine, on appuie sur quitter et on se retrouve tout seul devant son écran. Et le plus souvent, parce qu'on a mal géré son temps, on enchaîne directement avec une autre réunion Teams. Ça, c'est épuisant. Et ça n'est pas du tout ce qui se passe dans une réunion réelle. Dans une réunion réelle, s'il y a 6 ou 7 personnes autour de la table, quand la réunion se termine,
on va se lever et aller parler avec les uns les autres, continuer en mode informel, prolonger la réunion ou parler de toute autre chose. Donc nous, avec TeamU, il suffit, à partir de Teams, d'ailleurs, j'y reviendrai, on transforme la réunion en 3D, on se voit avec son avatar, on voit les autres avatars autour de la table, réellement, c'est-à-dire qu'on peut faire réellement des tours de parole. Et quand la réunion se termine, eh bien, on se lève et on peut aller parler avec l'un ou l'autre, continuer un échange, parler sur un mode informel et prolonger cette réunion qui, sinon, était destinée à s'arrêter abruptement. Donc la création de cet univers permet de générer des nouveaux comportements, parce qu'on pourrait laisser son écran allumé et échanger, mais on ne le fait pas. Et comme tu dis, on passe souvent d'un Teams, malheureusement, à un autre. Et on voit bien qu'il y a un enchaînement, une fatigue énorme liée à cet enchaînement. Et du coup, la création de ces univers permet d'occasionner des nouveaux comportements qui permettraient, du coup, cognitivement, aux individus de générer moins de stress, en tout cas. Exactement, c'est tout à fait ça. Plus d'interactions positives. C'est ça. C'est pour laisser plus d'espace à la communication la plus naturelle. Donc, on peut poursuivre l'exemple de la réunion. On se lève, on parlerait tous les deux ensuite pour prolonger la réunion, prévoir notre prochain déjeuner ensemble. Et après, on peut sortir de cette réunion. On prend la porte et là, on se retrouve dans une agora en 3D de notre entreprise où on croise toutes les autres personnes qui ont terminé également des réunions. Et on est très content de reconnaître, parce que c'est très important, les avatars nous ressemblent. Ça, c'est un point essentiel de la présence virtuelle, c'est le sentiment de présence de soi. Pour bien incarner son avatar, les études neuroscientifiques ont montré que plus l'avatar nous ressemble, plus vite on va s'incarner dans cet avatar. Donc nous, notre technologie, par exemple, à partir d'une simple photo 2D, un selfie, on crée un avatar 3D photoréaliste. Donc, Moi, je croyais qu'on réussirait à tous ressembler à des influenceurs avec un corps magnifique et tout. Non, en fait, on va se ressembler alors, du coup. Alors, on peut également décider de ressembler à Brad Pitt ou à d'autres avec un corps magnifique. Et d'ailleurs, nous, en interne, chez Mandalab, on s'amuse à faire ça. On fait des jeux comme ça où on doit se reconnaître les uns les autres. Mais pour recréer le sentiment de présence, c'est plus puissant quand on se ressemble. Et ça permet donc une rencontre. Donc là, on se promène dans notre agora d'entreprise, on reconnaît différents collègues. On peut d'ailleurs leur proposer d'aller sur la terrasse virtuelle ou près de la machine à café virtuelle et prendre un café ensemble. Et ensuite, on va retrouver son équipe pour s'asseoir à son poste de travail virtuel. Alors là, il y a deux types d'équipes, selon nous. Il y a les équipes fonctionnelles, par exemple une équipe RH qui va se retrouver dans le même bureau virtuel avec un canal audio, du coup, ouvert pour retrouver la spontanéité. Comme quand on travaille ensemble, côte à côte, on reçoit un message, on dit regardez, où est-ce que vous pouvez m'aider sur tel ou tel problème ?» Et on peut parler comme ça, naturellement, à la cantonade. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injonction paradoxale à créer un univers virtuel qui soit le plus proche possible de l'expérience du réel ? Oui, alors est-ce que c'est vraiment une injonction paradoxale ? C'est paradoxal quand on... D'investir autant dans le virtuel et dans l'univers virtuel, alors qu'en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à s'approcher de ce que l'expérience réelle. Exactement, mais je n'y vois pas une injonction paradoxale. C'est effectivement l'objectif, finalement, de trouver le meilleur des deux mondes. Aujourd'hui, il y a une très belle étude qui est sortie de Microsoft il y a 2-3 mois qui s'appelle Hybrid Paradox, qui montre, alors quand ils disent hybride, c'est entre le télétravail et le travail au bureau, et le paradoxe dans le sens où quasiment tout le monde veut plus de télétravail, et en même temps, tout le monde se plaint du manque de relations humaines au sein du travail. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de réconcilier ces deux contraires et de retrouver le meilleur du plaisir de travailler avec ses collègues, tout en gardant le meilleur de travailler depuis sa maison ou sa maison de campagne. Et est-ce qu'on voit déjà des secteurs, parce que là on parle beaucoup du mode de travail, de l'application du coup à travers tous nos modes de travail très serviciels, plutôt tertiaires on va dire en tout cas, est-ce qu'il y a des secteurs qui vont être particulièrement impactés sur la transformation de leur entreprise avec le métaverse ? On ne fait pas une approche spécifiquement par secteur, puisque là on se rend compte qu'on parle d'un mal-être qui touche tous les salariés du monde quelque part.
À part les industries ou les secteurs qui sont restés à 99% en présentiel, parce que c'est du service de proximité. Et là, nos technologies n'ont rien de spécial à apporter. Voilà, pour toutes les autres entreprises, on pense que ça va apporter quelque chose. Très concrètement, la BNP, avant l'été, donc avant que Facebook fasse toutes ses annonces, a une cellule innovation qui avait identifié, qui avait décidé de créer leur métaverse d'entreprise. Et donc la BNP qui utilise toute la suite d'outils Microsoft s'est tournée naturellement vers Microsoft pour leur demander un métaverse d'entreprise. Microsoft leur a répondu cette réponse que j'aime beaucoup. Nous, on ne sait pas faire. Par contre, allez voir Manzalab. Et donc, depuis, non seulement on travaille avec la BNP pour créer brique à brique leur métaverse d'entreprise, qui est avec les contraintes d'une banque, c'est-à-dire un environnement qui doit être hyper sécurisé, et en particulier totalement installé sur leur serveur à eux, auxquels nous, entreprises, nous n'aurons jamais accès. Et ce qui est excitant, c'est que nous travaillons également main dans la main avec Microsoft pour porter TeamU directement dans Teams. Ce qui veut dire que voilà, nous avons déjà fait notre première soumission au Team Store, un peu comme l'Apple Store pour des applications. Et donc, dans quelques mois, toutes les réunions Teams pourront être à un bouton près du métaverse. Quels impacts ça va avoir sur les métiers, le métaverse? Quelles sont les transformations que tu vois? On disait par exemple, nous, on va devenir des recruteurs virtuels. Mais tout à fait, si vous ne l'êtes pas déjà, je pense que vous l'êtes déjà. On est à un clic, voilà. si j'ai compris. Mais tu as raison, l'avantage d'un recruteur virtuel au-delà de la visio, donc avec son avatar, c'est qu'il peut travailler son image corporate et également le candidat peut travailler son image via son avatar et donc envoyer toutes sortes de messages sans tomber dans une discrimination a priori. Donc ça, c'est évident. Nous, on travaille déjà sur le métier de métaverse planeur, puisque les métaverses, il faut vraiment les voir comme un troisième lieu, un lieu virtuel, et donc qu'il faut faire vivre, qu'il faut animer. Et en même temps, il ne faut pas que les événements dans ce métaverse se bousculent. Il faut bien planifier à la fois les événements récurrents, les événements exceptionnels, les temps forts, les espaces de liberté, etc. Et comme on a l'animation, l'animation du bureau, l'animation des communautés professionnelles, les community managers en 2.0, on aura maintenant les animateurs de la métaverse. Exactement. Et je pense qu'on aura également un métier de décorateur ou d'architecte d'intérieur du métaverse pour à la fois personnaliser les lieux en permanence, être toujours à l'écoute, mais aussi être capable de les personnaliser pour des événements comme Halloween ou d'autres événements spécifiques à l'entreprise. Quelles sont les compétences qu'il va falloir développer? Justement, on parlait par exemple des architectes d'intérieur, mais quelles sont les compétences? C'est beaucoup de compétences liées au développement? Non, assez peu. Là, on est plutôt sur des compétences d'usage déjà. Donc, on va dire que la génération actuelle qui arrive sur le marché du travail et qui a l'habitude des jeux massivement multijoueurs comme World of Warcraft va être très à l'aise dans ses représentations 3D et dans ses gestions de communauté et animation. Et sur le passage d'un univers à l'autre aussi. Et sur le passage d'un univers à l'autre, exactement. Donc il faut une certaine agilité et pratique, mais bien évidemment, il n'y a pas de formation aujourd'hui sur ce sujet. Et quels sont les soft skills justement qu'il va falloir développer? On parlait de sciences cognitives parce que passer d'univers à l'autre comme ça, c'est d'être à un moment dans la vie professionnelle, dans les bureaux, et puis continuer la vie professionnelle au sein d'une équipe dans un univers virtuel. En effet, est-ce qu'il y a des soft skills identifiés qu'il va falloir développer? Est-ce qu'on va enrichir notre cerveau? Alors, je pense qu'on enrichit notre cerveau en permanence grâce à ces univers virtuels. Et les soft skills, je pense, sont encore à définir liés à cela. Clément, un petit focus sur l'actualité de Manzalab.
Comment ça se passe là avec le Covid et justement l'accélération de YouMeet est, j'imagine, importante aussi? Oui, effectivement, en ce moment, nous sommes très sollicités. Nous lançons bientôt un grand métaverse de la formation qui va regrouper des dizaines de grandes écoles et d'universités. Et nous avons déposé également un beau projet comme métaverse du patrimoine. Donc là, on attend le résultat des commissions sur ce sujet. Un beau projet avec Polytechnique et le Forum des images et le Château de Versailles. Notre grosse actualité, c'est réellement les corporate metaverse, comme je le disais, avec TeamU, notre solution qui sera intégrée directement dans Teams. Donc on est dans ce process-là pour avoir une solution complètement SaaS, c'est-à-dire qui pourra se vendre sans nous et qui permettra d'avoir ces bureaux virtuels, ce métaverse d'entreprise, directement depuis Teams. Merci Clément pour ces échanges. C'était French Talent Studio qui vous présentait l'Odyssée des métiers du futur et on vous retrouve très bientôt. Merci Damien.